Bonjour, ceci est la deuxième partie de l'édition de Dites-nous chers collègues consacrée au lien entre les technologies du numérique et le cancer. Dans cette capsule, le professeur Alain Sipangop et ses deux invités discutent de façon spécifique sur les potentielles conséquences de la connexion Internet 5G sur l'organisme. Mais avant de leur passer le plateau, voici une petite séquence pour mieux connaître le cancer et ses ravages. Ici s'exprime le professeur Paul Ndom. Il est cancérologue, chef de service d'oncologie à l'hôpital général de Yaoundé au Cameroun. Il occupe par ailleurs les fonctions de secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le cancer dans ce pays d'Afrique centrale. Enfin, il enseigne à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Nous l'avons enregistré à l'occasion du congrès scientifique de Medcamer, l'association des médecins du Cameroun. Je vais donc vous parler des facteurs de risque. Vous savez ce que c'est qu'un facteur de risque? C'est une situation à laquelle, si on ne fait pas quelque chose, ça va évoluer vers une maladie de vie. Prenons le tabac. Si on laisse fumer, si on fume, ou si on se laisse enfumer par la fumée des fumeurs, on risque de développer le cancer pulmonaire dans 25 à 30% des cas. Ce n'est pas tous les fumeurs qui vont développer le cancer du poumon, mais il y a une grande majorité. Regardez le niveau, 25 à 30%, c'est énorme. Quand il y a d'autres qui sont à 1%, 2%, c'est pour dire que le tabac est un facteur de risque établi. Il en est de même de l'alcool. Et le régime alimentaire, ce que nous mangeons, si on ne contrôle pas, on peut développer un cancer. Surtout si cet aliment va nous donner le surpoids. Il faut faire très attention et nous comptons sur les gastro-entérologues. Un vient d'entrer, le professeur Antoine, pour nous donner un enseignement. Quoi manger pour rester comme lui? Et je crois qu'on lui donnera l'occasion tout à l'heure, parce qu'ils ne nous disent pas tout et le surpoids est responsable de beaucoup de cancers. Alors, les infections pour lesquelles je dois parler aujourd'hui sont responsables de cancer dans 40% des cas. C'est énorme. Les hormones de reproduction, la pollution environnementale, la génétique. La maman a eu un cancer, ne soyez pas surpris qu'une de ses descendances, une de ses filles puisse développer un cancer. À présent, professeur Pangop, à vous le micro. Nous allons à présent amorcer la seconde phase de cette édition, de cette émission de Dites-nous chers collègues, sur les technologies numériques et le cancer. D'abord, écoutons le chercheur en génie télécommunication Constant Ouetté du Canada, qui travaille chez Ericsson. La 5G est-elle cancérigène? Il n'y a aucun danger. Je pense que beaucoup de recherches l'ont prouvé, puis les générations précédentes. Les réseaux de télécommunications en général utilisent des gammes de fréquences qui ne représentent pas de danger pour l'humain. Ça, c'est mon point de vue. Avec la 5G, on réutilise d'une part les fréquences qu'on utilise déjà pour la 4G et la 3G dans les gammes de 3 GHz et 1 GHz, 1.5 GHz, je crois, si les chiffres sont bons. Et il y a une autre portion d'applications qui exige un débit élevé
ou qui exigent une latence très faible. Et pour livrer ça, pour répondre à ça, il faut augmenter un peu en fréquence. Donc dans ce groupe d'applications va se loger dans la bande de 24 GHz jusqu'à 60 GHz. Jusque-là, c'est toujours dans la zone sécuritaire. La zone sécuritaire, elle est établie par des organismes au Canada. On a Santé Canada, on a le ministère de l'Innovation, je crois, qui attribue les fréquences aux opérateurs et qui vérifie bien avec Santé Canada que ça ne pose pas de problème pour la santé des populations. D'ailleurs, j'ai vu sur leur site, vous pouvez le constater aussi sur le site de Santé Canada si vous cherchez les problèmes de santé liés à la 5G, qu'il y a des recommandations qui disent que les fréquences qu'on doit utiliser pour la communication doit être 50 fois inférieur au niveau des fréquences qu'on estime que ça pose des problèmes de santé. Sur la santé. Oui. Il y a bien une gamme. Il y a une marge importante. Et bon, j'ai parlé du Canada que je connais, mais aux États-Unis, en France ou dans tous les autres pays, il y a aussi des organismes équivalents qui s'assurent que les équipements répondent aux exigences de santé. Alors, professeur Patrick Lodop, y a-t-il un lien entre certains cancers et l'usage des technologies et réseaux sans fil? Merci pour cette question vraiment très pertinente. Je voudrais déjà introduire en disant qu'en 2002, le Centre international de la recherche contre le cancer aux États-Unis, et qui est un service de l'OMS, a classé, n'est-ce pas, les champs électromagnétiques de très basse fréquence comme possibles cancérogènes. Alors, la question à cette réponse, déjà, peut être oui, probablement. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait donc savoir, qu'est-ce qui se passe? On sait tous, par exemple, que les appareils comme les smartphones, les téléphones connectés particulièrement émettent des rayonnements. Ces rayonnements sont comme des vagues qui vont venir perturber l'activité électronique, n'est-ce pas, au niveau d'une cellule. Et possiblement l'activité qui commande, si on peut dire, la division cellulaire. Donc, la perturbation peut être dans deux sens. Soit ça bloque la division de la cellule, alors là, on n'a pas de cancer, soit ça l'active plutôt et on a une division effrénée et possiblement un cancer. Alors, maintenant, au niveau des rayons, on peut avoir, si on peut dire, deux grandes classes. On peut avoir des ondes de très haute fréquence et comme des UV, et les UV sont cancérigènes. Par exemple, nous voyons tous les canicules en Europe, ou des rayons de très basse fréquence comme les rayons de radiofréquence, ce qui nous avons au niveau de nos appareils, qui vont plutôt donner de l'énergie à la cellule. Et donc, si la cellule absorbe l'énergie, oui, elle peut se retrouver à consommer cette énergie à travers des activités autres que celles voulues et probablement arriver vers le cancer. Donc, au vu de ces hypothèses, on peut dire oui. Mais la recherche est encore en train d'être effectuée afin de confirmer définitivement ou non, même si cela déjà a été observé au niveau des rats. Oui, précisément, lorsque vous parlez de recherche menée, y a-t-il véritablement une animation constante au niveau de la recherche au Cameroun et en Afrique sur les questions de cancer? Nous avons notamment vu la soutenance d'une thèse de doctorat en physique, celle de Martial Cabon, sur la modélisation mathématique et le traitement du cancer qui s'est tenue à l'université de Tchang, où vous avez attribué d'ailleurs dans le jury une mention honorable assortie des félicitations du jury à ce candidat. Est-ce que le pôle de recherche sur ces questions est assez animé au Cameroun ou en Afrique? Je vous répondrai par l'affirmation, parce qu'effectivement, le cancer est un problème de société.
santé publique et nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir soigner. Vous avez vu sûrement qu'au niveau même des statistiques, c'est même actuellement plus dangereux même que la Covid. Pour nous, du moins en Afrique et au Cameroun en particulier. Alors, donc, il est donc important donc, déjà de s'y investir. Et oui, actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se font sur le sujet du cancer. Le nouveau docteur Cabo Martial a travaillé sur l'utilisation des virus pour soigner le cancer, la virothérapie. Et il a même abordé quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire essayer de comprendre, de combattre la récidive du cancer, qui est aussi un point très important que je pense qu'il faudrait qu'on aborde de manière plus sérieuse. Vous avez été membre de ce jury et qu'est-ce que vous avez relevé comme applicabilité de cette recherche? Alors, déjà, il faut dire que l'adénovirus qui est considéré dans ces travaux sont des virus modifiés pour pouvoir n'attaquer que les cellules cancéreuses. Ça veut dire qu'au niveau des cellules saines, il n'y a pas de problème. Du moins, disons ça, c'est dans le principe et des recherches démontrent que dans l'application, ça marche déjà. Mais bon, le problème que nous pouvons avoir, c'est que oui, on manque un peu de laboratoire à notre niveau pour pouvoir penser à l'expérimentation de ça sur place. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a un apport tridimensionnel. Il y a l'apport du biologiste, entre parenthèses, médecin, qui vient, un spécialiste qui vient contrôler l'évolution de la maladie. Il y a l'apport du physicien, qui vient étudier les échanges entre les échanges moléculaires ou, je ne sais pas, en termes d'ions et tout ça, pour pouvoir exprimer les interactions. Et il y a le mathématicien qui vient maintenant faire cette modélisation et en plus de cela, trouver des méthodes de contrôle adaptées. Alors, et tout cela, là, vraiment, on confirme que le Dr Cabo, par exemple, il a fait du bon travail parce qu'il a réussi à réunir tous ces trois apports-là dans sa thèse. Très intéressant. Le professeur Guelefa, en tant que biologiste, est-ce qu'il y a des mécanismes qui expliquent le contact de la technologie avec l'immunité du corps humain? Comment est-ce que la recherche dans votre champ aborde ces questions? Oui, bon, je ne suis pas immunologiste à la base, mais je dirais, je vais orienter cette question vers un autre aspect. Vous voyez, l'organisme tel qu'il fonctionne possède à l'intérieur des cellules qui sont dites des cellules excitables. Et ces cellules excitables sont des cellules qui répondent à une stimulation par dégagement d'une activité électrique. Voilà. Donc, et si nous considérons ces cellules qui sont excitables, y compris les cellules nerveuses, les cellules musculaires par exemple, cela voudrait dire que le fonctionnement global de ces structures-là fonctionne sur l'aspect d'un champ électrique. Voilà. Donc, vous avez des courants électriques qui vont circuler dans ces structures et les ondes électromagnétiques créent aussi des champs qui vont nécessairement interférer avec la communication électrique dans l'organisme. Et qu'est-ce qui rend cela si douloureux sur le corps humain? Oui, nous ne sommes pas encore à l'étape de la douleur. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes encore là à l'étape du fonctionnement normal de ces organes-là. Donc, vous avez donc une cellule qui normalement doit produire de l'énergie, qui doit produire de l'électricité, prisons ça comme ça, et doit transmettre cette électricité à d'autres structures pour leur fonctionnement. Voilà. Donc, le professeur Lodop disait tout à l'heure que les ondes ou les rayonnements électromagnétiques apportent de la chaleur à ces cellules-là. Bon, vous avez une cellule qui, dans son fonctionnement normal, devrait produire la chaleur. Vous lui apportez une chaleur externe qui, donc, cumule avec celle que la cellule elle produit elle-même et fait donc un excès de chaleur pour ces structures. Et cet excès de chaleur c'est capable de dégager un stress pour la cellule. Et chaque fois qu'une cellule est exposée à un stress, elle doit répondre. Elle doit répondre à ce stress
Et la réponse à ce stress peut être une désorganisation de son fonctionnement normal, qui peut donc conduire au développement d'un cancer, par exemple. Voilà. Maintenant, du cancer à la douleur, c'est tout autre chose. Il y a d'autres mécanismes, d'autres voies de signalisation qui vont donc s'installer dans l'organisme et qui vont progressivement créer un phénomène inflammatoire qui va conduire à la douleur. Donc, on a également l'attaque directe des terminaisons nerveuses, et soit par compression, soit par activation de ce système de signalisation qui conduit donc à la douleur dans le cas de cancer. Merci beaucoup, professeur, pour ces clarifications.